Je vais vous révéler quelque chose que l'on ne dit jamais dans les livres de développement personnel. Quelque chose que j'ai observé pendant plus de 30 ans de pratique clinique, assis en face de centaines de femmes, de couples, d'hommes qui ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Une vérité qui va à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné sur la séduction, sur l'amour, sur la façon d'être aimé. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi certaines femmes, pas toutes, loin de là, exercent une attraction presque magnétique sur les hommes sans jamais chercher à le faire. Ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas de la coquetterie. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus beau et d'infiniment plus utile pour votre vie. Mais avant d'aller plus loin, abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, parce que ce que nous allons construire ensemble ici, semaine après semaine, c'est une bibliothèque de lucidité émotionnelle dont vous allez avoir besoin. Et dites-moi en commentaire, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous perdre vous-même dans une relation, d'oublier qui vous étiez avant lui? Écrivez-le. Je lis tous les commentaires. Alors commençons. Il y a une patiente que j'appelle Marianne dans mes notes pour protéger son identité, évidemment. 49 ans, cheveux courts, regard direct. Elle est venue me voir après une rupture pas particulièrement dramatique selon elle. Ce qui l'avait ébranlée, c'était la phrase que son ex lui avait dite en partant « Avec toi, je ne sais jamais où j'en suis ». Elle m'a regardé et elle a demandé « Est-ce que c'est une insulte ou un compliment ?» J'ai répondu « Ça dépend entièrement de pourquoi il ne savait pas où il en était. Et c'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Parce qu'il existe deux façons de rendre quelqu'un certain de sa place dans votre vie. La première, c'est la manipulation, le jeu, le hot and cold. Et ça, mes amis, c'est épuisant, c'est toxique. Et franchement, à un certain âge, on a d'autres choses à faire. La deuxième, c'est bien plus subtil, c'est la femme qui est tellement ancrée en elle-même, tellement vivante dans sa propre existence, que l'homme ne peut pas la réduire à une case. Il ne peut pas la prévoir. Il ne peut pas la posséder mentalement. Et ça, scientifiquement parlant, déclenche dans le cerveau masculin quelque chose de fascinant. Les chercheurs en neurosciences affectives ont montré que le cerveau humain est câblé pour désirer ce qu'il ne peut pas totalement cataloguer. Robert Zajonc, dès les années 1980, a démontré que la répétition sans surprise engendre une forme d'indifférence affective. En termes plus directs, quand on devient trop prévisible, on devient invisible. Non pas parce qu'on est ennuyeux en tant que personne, mais parce que le cerveau de l'autre cesse de travailler pour nous comprendre. Et un cerveau qui ne travaille pas, c'est un cerveau qui ne s'attache pas. Voilà le premier secret clinique. L'attachement profond naît de l'effort cognitif. Ce n'est pas la beauté, pas la gentillesse, pas même la passion qui ancre durablement un homme auprès d'une femme, c'est le fait qu'elle continue de représenter pour lui une forme d'énigme douce, un univers qu'il n'a pas fini d'explorer. Maintenant, arrêtez-vous une seconde. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce schéma ou est-ce que vous faites plutôt l'inverse? Est-ce que vous avez tendance à tout donner, tout expliquer, tout justifier dès le départ, comme si vous deviez prouver votre valeur? Je veux vous parler d'un concept que j'utilise souvent en thérapie, le concept de présence à soi. Ce n'est pas de la philosophie abstraite, c'est quelque chose de très concret. Une femme présente à elle-même, c'est une femme qui sait ce qu'elle ressent au moment où elle le ressent, qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas, qui n'a pas besoin que l'autre lui confirme qu'elle a le droit d'exister. Permettez-moi une métaphore. Imaginez deux types de maisons. La première maison est toujours grande ouverte, toutes les fenêtres, toutes les portes, à n'importe quelle heure. Vous pouvez entrer, sortir, déplacer les meubles. C'est accueillant, mais au bout d'un moment, c'est aussi un peu inquiétant. On ne sait pas qui d'autre y habite. On ne sait pas si c'est vraiment une fois maison ou juste un couloir.
La deuxième maison a ses propres heures, ses propres règles. Elle est chaleureuse quand vous y êtes invité, mais elle a des portes qui ne s'ouvrent pas par hasard. Cette deuxième maison, on y revient, on y pense. On se demande ce qu'il y a derrière ces portes fermées. Vous avez compris l'analogie, les femmes qui font perdre le contrôle aux hommes ne jouent pas à cache-cache. Elles ont simplement une vie intérieure riche, des espaces qui leur appartiennent, des désirs qui ne sont pas nécessairement centrés sur la relation, et cette densité intérieure, cette foi, présence à soi, foi est la chose la plus attractive qui soit, pas parce que c'est stratégique, parce que c'est authentique. En thérapie cognitive, on appelle ça l'autonomie fonctionnelle. Ce n'est pas l'indépendance froide. C'est la capacité à s'appuyer sur soi-même émotionnellement tout en restant pleinement disponible à la connexion avec l'autre. C'est l'équilibre le plus difficile à trouver et le plus magnétique à observer. Laissez-moi vous poser une question directe et je vous demande d'y répondre honnêtement, pas pour moi mais pour vous. Dans votre dernière relation significative, est-ce que vous avez maintenu vos propres activités, vos propres amitiés, votre propre agenda, ou est-ce que, progressivement, vous avez réorganisé votre vie autour de la sienne? Ce n'est pas un jugement, c'est une question clinique. Parce que ce réflexe que les psychologues appellent la fusion relationnelle est extrêmement commun, surtout chez les femmes qui ont été conditionnées à se définir à travers leurs relations. Et les conséquences sont paradoxales. Plus vous vous effacez pour être disponible, moins vous devenez désirable. Parce que vous valez moins, vous valez exactement la même chose, mais parce que vous devenez une surface plane sur laquelle l'autre ne peut pas projeter d'aventure, de curiosité, de croissance. Helen Fisher, l'anthropologue américaine qui a passé sa carrière à scanner des cerveaux amoureux dans un IRM, a documenté quelque chose d'essentiel. Le système dopaminergique, ce circuit du désir, de la récompense, de la motivation, est activé non pas par la satisfaction, mais par l'anticipation. Ce que le cerveau amoureux veut, ce n'est pas avoir, c'est vouloir avoir. C'est la tension douce entre elle est là et « mais je n'ai pas encore tout compris d'elle ». Quand vous avez tout dit, tout donné, tout présenté dès les premières semaines, vous avez coupé court à ce processus. Pas par maladresse, par générosité excessive. Et la générosité excessive, mes amis, c'est une forme de peur déguisée, peur de ne pas être suffisante, peur de perdre l'autre si vous ne vous donnez pas entièrement. Peur que votre valeur véritable ne soit pas assez visible. Voici où j'entre dans le vif du sujet thérapeutique. Parce que cette peur, cette crainte sous-jacente que vous n'êtes pas assez, c'est le vrai problème. Pas les hommes, pas les relations. Vous, attendez, je ne dis pas ça pour vous blesser. Je le dis parce que c'est là que réside votre puissance. J'ai traité des centaines de femmes souffrant de ce que j'appelle le syndrome de la preuve permanente, cette obligation intérieure de toujours démontrer qu'elles méritent l'amour qu'on leur donne. Ces femmes font tout parfaitement. Elles cuisinent, elles soutiennent, elles écoutent, elles s'adaptent, elles pardonnent trop vite, elles oublient leurs propres besoins avec une facilité déconcertante. Et, invariablement, elles finissent épuisées et souvent abandonnées par des hommes qui, paradoxalement, auraient été bien plus attachés si elles avaient été un peu moins disponibles. C'est cruel, oui. C'est injuste, absolument. Est-ce la réalité neurobiologique et psychologique? Aussi. L'attachement sécure, ce modèle développé par John Bowlby et approfondi par des décennies de recherche, nous dit que les relations les plus solides ne sont pas celles où l'un des partenaires s'annule pour l'autre, ce sont celles où les deux individus restent des individus tout en choisissant de construire quelque chose ensemble. La sécurité dans le couple ne vient pas de la fusion. Elle vient de la foi confiance que l'autre sera là, même quand on n'est pas en train de se battre pour sa présence.
Une femme qui ne se bat pas pour être aimée, qui s'aime suffisamment pour ne pas avoir besoin de cette bataille, est une femme qui inspire à l'homme un attachement qu'il ne comprend pas toujours lui-même. Il revient, il reste, il pense à elle, non pas parce qu'elle joue, mais parce qu'elle ne joue pas. Faisons une petite expérience cognitive ensemble. Pensez à la dernière personne qui vous a vraiment impressionné, pas nécessairement dans un contexte romantique, ça peut être une collègue, une amie, quelqu'un croisé dans un dîner. Qu'est-ce qui vous a frappé chez elle? Prenez 30 secondes. Je parie que ce n'était pas sa disponibilité totale. Ce n'était probablement pas le fait qu'elle cherchait à vous plaire à tout prix. C'était son aisance, sa façon de ne pas avoir besoin de votre approbation pour finir ses phrases, sa curiosité pour sa propre vie, ce quelque chose qui disait, sans le dire, « J'ai un monde intérieur qui me suffit et vous êtes la bienvenue si vous souhaitez y entrer », c'est exactement ça. Cette qualité n'est pas innée, elle se construit. Et voici comment, parce que ce n'est pas une vidéo de contemplation, c'est une vidéo d'action. Le premier exercice que je donne à mes patientes qui veulent retrouver cette présence à elles-mêmes, c'est ce que j'appelle l'inventaire des désirs abandonnés. Prenez une feuille de papier, pas votre téléphone, une vraie feuille, et répondez à ces 3 questions. Qu'est-ce que vous faisiez avant votre dernière relation longue qui vous procurait de la joie? Qu'est-ce que vous avez arrêté de faire pour vous adapter à l'autre et que vous n'avez jamais repris? Et qu'est-ce que vous avez toujours voulu explorer, apprendre ou vivre mais que vous avez remis à plus tard? Ces réponses ne sont pas nostalgiques, elles sont cartographiques. Elles vous indiquent où vous vous êtes perdu. Et se retrouver non pas pour séduire quelqu'un, mais pour soi-même, c'est le début de tout. Je vais vous parler maintenant d'un mécanisme psychologique que j'observe systématiquement chez les hommes lorsqu'ils rencontrent une femme qui a réalisé ce travail sur elle-même. Je l'appelle le syndrome de l'escalier, et non, je n'ai pas inventé ce terme pour faire joli. L'idée est simple, imaginez que vous êtes au rez-de-chaussée et que l'autre est en haut d'un escalier. Quand vous grimpez les marches vers lui, il peut rester tranquillement là où il est, il n'a pas besoin de bouger. Mais si vous restez en bas, occupé par votre vie, souriante, heureuse, non pas indifférente, mais simplement foi entière, quelque chose d'intéressant se produit. Il commence à se demander si vous n'êtes pas plus confortable au rez-de-chaussée que lui en haut. Et la curiosité, ce moteur primitif, le pousse à descendre voir ce qui s'y passe. Ce n'est pas de la stratégie, c'est de la physique émotionnelle. Et attention, je précise, parce que certains vont me mal interpréter, ce n'est pas faire semblant de ne pas s'intéresser. Ce n'est pas jouer la dure. C'est littéralement foi ne pas avoir besoin de monter parce que vous avez construit quelque chose de beau et de solide là où vous êtes. Une patiente, je l'appellerai Claire, 52 ans, ingénieure dans l'aéronautique, m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle venait de commencer une nouvelle relation après un divorce difficile. Elle m'a dit « Christophe, pour la première fois de ma vie, j'ai rencontré quelqu'un sans avoir besoin de le garder. Et c'est exactement pour ça qu'il est resté. » Elle ne se levait pas à 4 heures du matin pour répondre à ses messages. Elle n'annulait pas ses sorties avec ses amis. Elle n'abandonnait pas ses randonnées du dimanche. Elle était fois là, quand elle était là profondément, chaleureusement là, et elle était fois le reste du temps. Cet équilibre, cet homme ne l'avait jamais rencontré. Il le lui a dit. Il a dit « Tu es la première femme avec qui je ne me sens pas étouffé, et paradoxalement, la première avec laquelle j'ai envie de rester. » Voilà la révélation que je vous avais promise au départ. Ce n'est pas ce que vous, foi faite, foi pour l'autre, qui crée l'attraction durable. C'est ce que vous êtes, foi pour vous-même. Parlons maintenant de quelque chose de moins confortable. Des comportements que l'on adopte souvent, sans en être consciente, et qui, loin de renforcer le lien, le fragilisent progressivement. Le premier, c'est ce que j'appelle la validation compulsive.
vous guettez ses réactions, vous analysez le temps qu'il a mis à répondre, vous interprétez le choix de ses mots, vous cherchez dans chaque comportement la confirmation qu'il vous aime encore, qu'il est encore là, qu'il ne s'est pas lassé. Ce besoin de validation permanente, qui vient généralement d'une blessure d'attachement ancienne, souvent, Enfantine agit comme un signal d'alarme pour l'inconscient masculin. Pas parce que les hommes sont cruels, mais parce que ce niveau d'attention porté à la relation crée une pression invisible dont il cherche instinctivement à se libérer. Le deuxième comportement problématique, et celui-là, il me coûte de le dire parce que je sais qu'il naît du meilleur endroit, c'est l'anticipation des besoins. Vous savez ce qu'il aime avant qu'il le demande. Vous avez prévu son manque avant qu'il le ressente. Vous gérez l'espace émotionnel de la relation avec une précision quasi chirurgicale. Et lui, pendant ce temps, n'a plus rien à faire. On n'investit profondément que dans ce qu'on construit activement. En retirant toutes les occasions pour lui de contribuer, vous lui retirez aussi le sentiment d'appartenance à quelque chose qu'il a aidé à bâtir. Le troisième, et celui-ci est particulièrement commun après 45 ans, après des années de relations difficiles ou d'un mariage long, c'est ce que j'appelle la peur de décevoir chronique. Vous vous modifiez, vous lissez vos opinions, vous évitez les sujets qui pourraient créer de la friction, vous présentez la version la plus acceptable de vous-même, celle qui ne dérange pas, qui ne revendique pas, qui ne questionne pas, et vous vous épuisez à tenir ce rôle. Pendant que l'homme, en face, commence à ressentir qu'il parle à un miroir poli plutôt qu'à une vraie femme. Voici une donnée qui m'a toujours frappé lors de mes recherches et de mes supervisions cliniques. Une étude de Gottman, le chercheur américain qui a passé 40 ans à observer des couples, montre que les relations les plus durables ne sont pas celles sans conflit. Ce sont celles où les deux partenaires savent foi comment être en désaccord, où chacun peut dire « je ne suis pas d'accord avec toi » sans que la relation en soit menacée. Les femmes qui maintiennent leur point de vue, qui contestent respectueusement, qui refusent de simuler l'accord pour éviter la tension, ces femmes sont perçues comme fiables, consistantes et, paradoxalement, foi rassurantes. Parce qu'un homme sait que, quand elle dit oui, c'est un vrai oui. Et un vrai oui vaut 1000 faux accords. Dites ce que vous pensez, pas avec agressivité, avec clarté. C'est une différence cruciale. L'assertivité en thérapie cognitive, c'est la capacité à exprimer ses besoins, ses opinions, ses limites, sans attaquer et sans se soumettre. C'est le terrain fertile de l'estime de soi. Et c'est l'une des choses les plus magnétiques qui soient. Micro-exercice pratique, la prochaine fois que vous êtes en désaccord avec quelque chose, que ce soit dans une conversation de couple, avec un ami, un collègue, et que vous sentez ce réflexe de céder pour éviter la tension, faites une pause de 3 secondes, respirez et dites « je vois les choses différemment, voici pourquoi ». Pas d'excuses, pas de « mais tu as peut-être raison aussi ». Juste votre point de vue exprimé avec calme et conviction. Observez ce qui se passe. Observez comment l'espace change. Observez comment vous vous sentez après, non pas anxieuse d'avoir causé quelque chose, mais légère, intègre, présente. Je veux introduire maintenant un concept que j'emprunte à la psychologie évolutive, non pas pour réduire les êtres humains à leurs instincts, mais pour comprendre les schémas qui opèrent sous la surface de nos relations contemporaines. Les psychologues évolutifs parlent de sélection basée sur les ressources. Originellement, cela concernait les ressources matérielles et physiques, une simplification utile mais incomplète. Aujourd'hui, dans nos sociétés complexes, les ressources qui attirent sont devenues essentiellement psychologiques, la stabilité émotionnelle, la clarté identitaire, la capacité à gérer l'incertitude sans s'effondrer, l'humour devant l'adversité, une femme qui projette ses qualités, et encore une fois, je ne dis pas 2 fois projetez-foi quelque chose que vous n'êtes pas,
je dis deux fois développer foi ses qualités et de les laisser visibles, est une femme qui représente, pour le cerveau masculin, quelque chose de profondément rassurant et en même temps stimulant. La stabilité sans la prévisibilité, la sécurité sans la torpeur, c'est le saint graal des relations adultes. Et il n'est pas réservé à quelques élus, il est accessible à toute femme qui décide de travailler sur elle-même, non pas pour l'autre, mais pour revenir à elle-même. Parlons maintenant de quelque chose que beaucoup de femmes dans la cinquantaine me confient avec une gêne que je trouve touchante. L'impression que leur moment est passé, que la fenêtre de l'attraction, de la séduction, de l'amour vibrant appartient à une jeunesse révolue. Je vais être direct. C'est l'un des mensonges les mieux partagés de notre culture. J'ai en tête une patiente, appelons-la Isabelle, 58 ans, récemment divorcée, après 26 ans de mariage. Elle est venue me voir dans un état de deuil profond, non seulement de son mariage, mais d'elle-même. Elle se disait trop vieille pour recommencer. 3 ans plus tard, elle était dans une relation avec un homme qui, pour la première fois de sa vie, lui faisait l'effet de fois choisir, fois d'être avec elle, plutôt que d'y être par habitude ou par peur de la solitude. La différence, Isabelle avait fait le travail, elle avait réappris à se connaître. Elle avait repris la peinture, qu'elle avait abandonnée à 28 ans pour convenir à un mari qui trouvait ça peu sérieux. Elle avait recommencé à voyager seule, pas comme une fuite, mais comme une retrouvaille. Et quand elle a rencontré cet homme, elle n'est pas arrivée vide, cherchant à être remplie. Elle est arrivée pleine, cherchant à partager. La maturité, quand elle est apprivoisée, n'est pas un handicap relationnel. C'est un avantage considérable. Vous connaissez vos limites, vous connaissez vos désirs. Vous avez arrêté de confondre intensité et amour, obsession et passion, peur de perdre et attachement sincère. Ça, mes amis, c'est une qualité rare. Et les hommes qui le valent la reconnaissent. Parlons de la dopamine et je promets de ne pas vous ennuyer avec de la biochimie, juste l'essentiel, parce que ça change tout. Quand vous rencontrez quelqu'un qui vous intéresse, votre cerveau libère de la dopamine, le neurotransmetteur de l'anticipation et de la récompense. C'est ce qui crée cette sensation d'excitation, de légèreté, d'énergie inépuisable au début d'une relation. Le problème, c'est que ce système est conçu pour fonctionner par bouffée, pas en continu. Il se régule lui-même. Et c'est là que beaucoup de femmes font une erreur fatale. Elles interprètent la diminution de l'intensité comme la fin de l'amour. Alors, elles escaladent, elles relancent, elles créent des drames parfois inconsciemment pour retrouver le pic de dopamine du début. Ce faisant, elles créent du stress plutôt que de la profondeur. Et le stress chronique dans une relation, même le stress émotionnel, même les montagnes russes émotionnelles, finit par épuiser le système d'attachement de l'autre. Ce que les couples stables et heureux ont compris et que les neurosciences confirment, c'est que la dopamine du début est remplacée, dans les relations saines, par l'ocytocine, le neurotransmetteur de la connexion, de la confiance, du confort profond. Ce n'est pas moins beau, c'est différemment beau, et c'est bien plus durable. La femme qui comprend ce mécanisme ne cherche pas à recréer perpétuellement le frisson du début. Elle nourrit la connexion, la présence partagée, la confiance accumulée. Et ce faisant, elle construit quelque chose que ni le temps ni la routine ne peuvent véritablement éroder. Revenons à la question centrale de cette vidéo. Pourquoi les hommes perdent-ils le contrôle avec certaines femmes? Perdre le contrôle, attention aux mots. Ce n'est pas une perte de maîtrise au sens négatif. C'est l'incapacité à rester indifférent. C'est la pensée qui revient, le désir de revoir, l'impossibilité de ranger cette femme dans une catégorie rassurante. C'est, en langage clinique, une activation de l'attachement qui dépasse les défenses habituelles. Et voici ce qui provoque cela, la combinaison de la chaleur et de la solidité. Ces deux qualités ensemble, simultanément,
La chaleur seule, l'empathie, la générosité, la tendresse est immensément attractive, mais peut devenir étouffante si elle n'est pas accompagnée d'une forme de solidité intérieure. La solidité seule, l'indépendance, la force, la clarté est admirable, mais peut créer de la distance si elle n'est pas habitée d'une vraie chaleur humaine. La femme qui tient les deux en même temps, qui est profondément chaleureuse et solidement ancrée dans ses valeurs et ses limites, est une femme qui représente pour un homme une forme de sécurité qu'il n'avait peu être jamais expérimentée. Et dans cette sécurité, paradoxalement, il peut enfin se permettre d'être vulnérable, d'être réel, d'investir. Permettez-moi maintenant de vous parler des limites, non pas les limites comme des murs, mais comme des architectures de respect. Il y a un malentendu énorme autour de ce concept. Beaucoup de femmes pensent que poser des limites signifie se fermer, rejeter, repousser. En réalité, une limite bien posée dit ceci à l'autre: je sais ce dont j'ai besoin pour être bien, et je te fais assez confiance pour te le dire. C'est un acte de confiance, pas de méfiance. C'est une invitation à une relation authentique, pas une porte claquée. Les femmes qui ont du mal à poser des limites, et j'en vois beaucoup, et c'est souvent lié à des années de conditionnement qui leur ont appris que leurs besoins étaient secondaires, voire égoïstes, ces femmes finissent invariablement dans des relations où elles donnent plus qu'elles ne reçoivent, où elles se taisent quand elles devraient parler, où elles acceptent ce qu'elles devraient refuser. Et progressivement, le ressentiment s'accumule silencieusement comme de l'eau sous un plancher jusqu'à ce que quelque chose cède. En revanche, une femme qui dit clairement « je ne suis pas disponible mercredi soir, c'est mon temps » ou « je ne me sens pas à l'aise avec cette façon de me parler » ou « j'ai besoin de 3 jours pour moi après une semaine intense », cette femme donne à l'homme des informations claires sur qui elle est. Elle lui offre le luxe de savoir avec qui il est vraiment. Et cette clarté est profondément rassurante pour quelqu'un qui veut s'engager. Voici un autre mini-exercice que je vous propose de tester cette semaine. C'est ce que j'appelle le journal de la solidité. Chaque soir, notez une situation dans la journée où vous avez choisi votre propre besoin plutôt que la peur de décevoir. Une situation où vous avez dit non ou exprimé ce que vous pensiez réellement ou refusé de vous adapter contre votre propre nature. Juste une par jour. Si vous ne trouvez pas d'exemple, c'est précisément l'information dont vous avez besoin. Ça vous dit quelque chose d'important sur la place que vous vous accordez dans votre propre vie. Et si vous trouvez cet exercice difficile, sachez que c'est normal. La neuroplasticité, cette capacité du cerveau à se reconfigurer par l'expérience répétée, joue ici en votre faveur. Plus vous pratiquez de petits actes d'affirmation de soi, plus votre cerveau crée de nouvelles autoroutes neuronales qui rendent ces comportements plus naturels, moins coûteux émotionnellement. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est de la biologie. Parlons maintenant de quelque chose que j'observe et qui me perturbe. La confusion entre intensité émotionnelle et amour. Dans notre culture, on nous a appris à travers les films, les romans, les chansons, que l'amour est censé faire foi mal. Que si ça ne vous dévore pas, si ça ne vous empêche pas de dormir, si ça ne crée pas une forme de dépendance anxieuse, c'est que ce n'est pas du vrai amour. C'est peut-être pas assez romantique. Je vais vous dire quelque chose qui risque de déplaire aux romantiques inconditionnels. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'anxiété d'attachement habillée en passion. La vraie passion adulte, celle qui dure, celle qui nourrit, celle qui grandit, ressemble plutôt à une chaleur stable qu'à un incendie. Elle ne vous vide pas, elle vous remplit. Elle ne vous fait pas vous questionner sur votre valeur à 3 heures du matin. Elle ne vous transforme pas en détective privé de votre propre relation. Les femmes qui attirent les hommes de manière durable ont souvent fait le deuil de ce fantasme de la passion dévorante. Pas parce qu'elles sont blasées, au contraire.
mais parce qu'elles ont compris que ce fantasme les rendait vulnérables à des hommes qui, consciemment ou non, profitaient de cette soif d'intensité pour créer des dynamiques de pouvoir. Le hot and cold, l'alternance de tendresse et de distance, la promesse permanente de quelque chose qui n'arrive jamais tout à fait, refuser ce jeu-là, avoir assez d'estime de soi pour dire non merci, je mérite une chaleur constante. C'est l'une des décisions les plus courageuses et les plus transformatrices qu'une femme puisse prendre. Reprenons notre voyage ensemble, parce que je veux aborder maintenant quelque chose de délicat mais d'essentiel. Le rôle du passé dans vos relations présentes. Chacun de nous arrive dans une nouvelle relation avec un bagage, pas une valise d'excuses, un bagage de schémas appris. Les théoriciens de l'attachement Bowlby, Ainsworth, puis des chercheurs comme Bartholomew et Horowitz ont montré que nos premières expériences d'attachement avec nos figures parentales créent des fois templates, des modèles internes, qui s'activent automatiquement dans nos relations adultes. Si vous avez grandi avec un parent imprévisible, parfois présent, parfois absent, parfois chaleureux, parfois indisponible, vous avez développé un style d'attachement anxieux, ce qui signifie que dans vos relations adultes, vous interprétez l'ambiguïté comme une menace. Vous cherchez constamment des signaux de réassurance. Et paradoxalement, vous êtes plus attiré par les hommes qui reproduisent cette imprévisibilité, parce que ça vous est familier. Le familier se confond avec le confortable, même quand c'est douloureux. Si vous avez grandi avec des parents émotionnellement distants, ou avec l'impression que vos besoins émotionnels étaient un fardeau, vous avez être développé un style évitant dans lequel vous vous fermez dès que l'intimité devient trop intense, ou vous préférez l'indépendance par peur de la dépendance. La bonne nouvelle, et c'est fondamental, c'est que ces styles d'attachement ne sont pas des condamnations à vie. La recherche en neurosciences et en thérapie cognitive a montré de manière répétée que l'attachement peut évoluer vers un mode plus sécure à n'importe quel âge. La clé, c'est d'abord de reconnaître le schéma, de nommer la peur, de comprendre d'où elle vient, et ensuite progressivement, avec de la patience et parfois de l'aide professionnelle, de choisir autrement. Je veux maintenant vous parler d'une chose que font systématiquement les femmes qui ont cet effet de fascination sur les hommes, et c'est peut être la plus simple, la plus élégante et la plus mal comprise de toutes. Elles ne cherchent pas à être parfaites. Elles ne se maquillent pas à leurs failles. Elles ne disparaissent pas quand elles sont fatiguées pour ne montrer que leur meilleur visage. Elles ne prétendent pas ne jamais douter, ne jamais souffrir, ne jamais avoir peur. Elles sont réelles. Et la réalité, avec ses textures, ses contradictions, ses journées sans grâce, est infiniment plus attractive que la perfection lisse. Brené Brown, chercheuse américaine, dont le travail sur la vulnérabilité a transformé des millions de vies, a démontré que la vulnérabilité choisie et authentique est l'une des formes les plus puissantes de connexion humaine. Quand une femme dit « j'ai eu peur, j'ai douté, j'ai fait une erreur, et voilà ce que j'en ai appris », elle n'est pas faible. Elle crée une ouverture dans laquelle l'autre peut enfin entrer sans se sentir obligé d'être parfait, lui non plus. La perfection crée de la distance. L'humanité crée de la connexion. Permettez-vous d'être imparfaite, permettez-vous d'avoir des mauvaises journées, permettez-vous de ne pas tout réussir du premier coup, et permettez-vous surtout de le dire, pas comme une plainte chronique, mais comme la reconnaissance simple et digne que vous êtes un être humain en chemin, pas un monument. Je voudrais aborder, avant de conclure, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la question du désir de soi. Pas le désir de l'autre, le désir de vous-même. Est-ce que vous aimez votre vie? Pas dans le sens naïf et Instagram de chaque matin je me réveille avec gratitude, dans le sens concret de est-ce que vous faites des choses qui vous nourrissent? Est-ce que
il y a des activités, des projets, des relations, des lieux qui vous font vous sentir vivante. Est-ce que vous avez de l'appétit pour votre propre existence? Parce que voilà ce que les hommes perçoivent, et pas seulement les hommes, hein, n'importe quelle personne en bonne santé relationnelle perçoit cela. Une femme qui a de l'appétit pour sa propre vie n'a pas besoin d'être sauvée, entretenue ou divertie. Elle est une présence, pas un vide à remplir. Et une présence attire d'autres présences. Si votre réponse honnête à la question est-ce que j'aime ma vie et pas vraiment, ou je ne sais plus, alors voilà votre vrai travail avant tout le reste. Pas pour l'amour, pas pour séduire, pas pour reconquérir quoi que ce soit pour vous. C'est de là que tout part. C'est de là que tout revient. Une dernière histoire clinique, et ensuite nous concluons. Thomas, oui, pour une fois, je vous parle d'un patient masculin, 55 ans, cadre supérieur, divorcé 2 fois, me consultait pour une dépression légère et une incapacité chronique à rester dans ses relations. Il décrivait ses ex comme trop dépendantes ou trop froides, jamais le juste équilibre. Lors d'une séance, il m'a parlé d'une femme qu'il avait fréquentée brièvement et qu'il n'avait pas gardée. Il m'a dit « Je ne sais pas ce qu'elle avait, mais je pense encore à elle 7 ans après. » Je lui ai demandé ce qu'il avait perçu chez elle. Il a réfléchi longuement, et puis il a dit « Elle était complète, pas fermée, pas distante, juste complète, comme si ma présence était un ajout à sa vie et non pas un besoin. Un ajout et non pas un besoin. » Cette phrase m'a accompagné des années. Vouloir quelqu'un, vraiment vouloir sa présence, son regard, sa chaleur, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à l'autre. Avoir besoin fois de quelqu'un pour ne pas souffrir, pour ne pas être seul, pour valider votre existence, c'est une charge et aucun homme, aussi bienveillant soit-il, ne peut porter cette charge indéfiniment sans plier. La distinction entre vouloir et avoir besoin, c'est peut être la clé de voûte de tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Nous approchons de la fin de ce voyage et je veux vous donner un RT pratique pour cette semaine. Pas une liste de 10 conseils que vous oublierez demain matin, un seul, mais un vrai. Cette semaine, choisissez une chose, une seule que vous avez mise de côté depuis trop longtemps. Un loisir, une conversation difficile mais nécessaire, un projet que vous avez reporté, une frontière que vous avez toujours voulu poser mais jamais osé, et faites-le. Pas pour l'amour, pas pour attirer quoi que ce soit, pour vous rappeler qui vous êtes quand vous vous traitez avec le même respect que vous offrez aux autres. Et revenez me dire en commentaire comment ça s'est passé. Parce que ces partages, ces petites victoires ordinaires sont le matériau le plus précieux que cette communauté puisse construire. Pour résumer ce que nous avons exploré aujourd'hui, et j'espère que vous le ressentez dans vos os, pas seulement dans votre tête, les hommes ne perdent pas le contrôle avec les femmes parfaites. Ils le perdent avec les femmes réelles, les femmes ancrées. Les femmes qui ont un monde intérieur assez riche pour qu'ils n'en voient jamais le fond, les femmes qui se respectent suffisamment pour que leur présence soit un choix délibéré et non une nécessité désespérée, les femmes qui ont de la chaleur et de la solidité en même temps, ce n'est pas une recette, c'est un chemin. Et comme tous les chemins qui valent la peine, il commence par un seul pas vers soi-même. Si cette vidéo vous a touché quelque chose, un souvenir, une reconnaissance, une envie de changer quelque chose dans votre vie, partagez-la avec une amie qui en a besoin. Vous savez qui c'est. Vous pensez à elle en ce moment. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce que la prochaine vidéo parle de quelque chose que beaucoup de femmes n'osent pas aborder. Comment savoir si vous êtes dans une vraie relation ou dans la peur de la solitude? C'est une question inconfortable et je vais vous y emmener avec toute la bienveillance et la franchise dont je suis capable. À très bientôt. Je suis Christophe André et souvenez-vous, l'amour rationnel n'est pas un amour froid, c'est un amour libre.